Stanislas Kalimerov, psychanalyste multiculturel et pas seulement artiste photographe, photothérapeute, ardent défenseur des nuances de l'âme humaine. En tant que vice-président de la l'APE, il incarne les idéaux d'une esthétique socialiste, colorant le monde de l'art de l'éclat de l'orange, une teinte qu'il porte avec plus d'éloquence que Nemo le poisson clown. Sa passion pour les vaches témoigne de sa perspicacité et de sa truculence, deux traits qui se mêlent harmonieusement à sa capacité à explorer la fantaisie tout en plongeant dans les profondeurs des êtres culturels. Dans un monde souvent rigide, il apporte une sensibilité riche et une extraversion éclairée, défiant les conventions des institutions surplombantes. Ainsi, tel un personnage sorti tout droit d'une œuvre de Julien Green, Stanislas Kalimerov danse avec les couleurs de l'âme humaine, mêlant la profondeur à la légèreté et ajoutant sa propre nuance unique au vaste tableau de l'expérience humaine. Jean-Claude Elalouf. Psychanalyste, éditeur passionné, passionnant, qui incarne sagesse ésotérique, éthique, pluriculturelle. Il manie avec sincérité et élégance, connaissance biblique et observation philosophique contemporaine. Fin connaisseur de Freud, autant des nouveaux psychanalystes, il apporte force et vigueur à nos travaux cliniques, toujours avec sourire et bienveillance. Et Nathalie, que j'ai présenté tout à l'heure. Un bonbon par jour. Donc moi j'ai trouvé ça Le intéressant. orange ayant tourné récemment au jaune. Non mais c'était exceptionnel. Ouais. Mais j'aime bien. Et donc dès qu'il y a eu ce thème de la transmission qu'on a choisi il y a plusieurs mois, et j'ai tout de suite pensé à la famille, et j'ai tout de suite donc pensé à cette phrase célèbre là, et je vais vous faire quelque chose d'un peu historique, et après je parlerai de la psychanalyse évidemment, et après on parlera tous, les intervenants de la journée, sur la famille, et peut-être sur le je vous aime, je vous ai, ou je vous aime, au choix. Donc au départ c'est André Gide qui a utilisé cette phrase dans Si le grain ne meurt, en 1924. Donc c'était André Gide avait des problèmes lui-même plus complexes et des sentiments complexes avec sa propre famille parce qu'il voulait une quête d'indépendance par rapport aux attentes et aux normes sociales de son époque. Il était un peu hors norme. Et ça a été repris quelque temps, enfin 30 ans après par Françoise Sagan dans Bonjour Tristesse. Donc c'est sa fameuse Cécile, son personnage principal, qui exprime le conflit et les tensions qu'elle ressent toujours avec sa propre famille. Et elle se sent donc, Cécile, étouffée par les attentes et les contraintes imposées par sa famille, donc ce qui la pousse à ressentir de la haine envers eux. 10 minutes. Donc cette phrase, cette citation donc, est souvent utilisée pour décrire le sentiment de frustration et de colère que certaines personnes peuvent ressentir envers leur propre famille. On en parlera après en psychanalyse, dans les cabinets, c'est souvent papa, maman, la famille. On a parlé pendant les 2 jours qui ont suivi la transmission, donc ça peut être aussi la grand-mère, les grands-parents, la psychogénéalogie, les secrets de famille, l'inceste, le viol et tout ce qui s'ensuit. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait aussi pendant ce week-end avec l'interview de Raphaël, avec cette personne qui nous a fait écouter, c'est-à-dire qu'il y a de la haine et en même temps des liens forts et positifs qui, malgré ses défis et ses contraintes, arrivent à faire quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que les familles, je vous aime, mais en même temps, je vous aime. Donc c'était là-dessus que je voulais qu'on travaille et qu'on discute aujourd'hui. Et donc, pour revenir à toute l'histoire de l'humanité, entre guillemets, ça a commencé dès les nombreuses religions à travers le monde. Donc, les exemples dans le christianisme, des batailles entre les interprétations des Écritures sur les questions morales.
dans beaucoup de familles, dont les questionnements, l'avortement, l'homosexualité, le divorce, tout ce qui peut arriver dans la famille chrétienne. Je vous même dans des extraits donc, dans la Bible, le judaïsme, le christianisme. Donc il y a vraiment beaucoup d'exemples de conflits familiaux. Donc je vais revenir là-dessus, puis après je reparlerai dans la littérature, parce que c'est bien de faire un panorama historique des conflits familiaux, parce que souvent en cabinet, ça peut nous servir pour les apprenants d'exemple, de dire voilà, là je cite par exemple Caïn et Abel, Genèse 4, c'est un des premiers récits de la Bible. Donc Caïn devient jaloux du favoritisme de Dieu envers Abel et finit par tuer son propre frère. Donc la jalousie, le ressentiment, la jalousie qui arrive à chaque jour dans nos cabinets, où ça arrive très fréquemment. Il y a eu un thème il n'y a pas longtemps sur la jalousie. On a aussi expliqué quelle était la différence entre la jalousie et l'envie. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous pouvez l'écouter. Donc il y a Isaac et Rebecca, Genèse 25, qui est moins connu. C'est intéressant parce que j'en parlais avec Juliette qui est là, une histoire de jumeaux. Donc le couple Isaac et Rebecca, des jumeaux, Isaou et Jacob, qui se disputent l'héritage spirituel et la bénédiction de leur père. Rebecca favorise Jacob, tandis qu'Isaac préfère Ésaü. Donc ça crée évidemment des grandes rivalités familiales. Et puis ensuite, il y a Joseph et ses frères, Genèse 37, je vous donne les articles à chaque fois de la Bible. L'histoire de Joseph, c'est un des récits des conflits familiaux les plus célèbres de la Bible. Donc les frères de Joseph, jaloux de l'affection de leur père Jacob, le vend comme esclave en Égypte. Donc ça montre la réconciliation ultérieure entre Joseph et ses frères. Parce que justement, les conflits familiaux, on essaie de les régler et ça peut s'arranger, c'est pas que négatif. On est un peu là pour ça quand même, faire que ça aille vers le mieux et que... Voilà. Donc il y a David et Absalom. Le roi David a des conflits familiaux avec plusieurs de ses fils, notamment Absalom, qui se rébelle contre son père et tente de s'emparer du trône. Donc cette histoire aborde les conséquences des conflits familiaux sur le royaume d'Israël. Des conflits qui peuvent aussi bien actuels, l'histoire nous le dit. Tamar et Amon, cette histoire raconte le viol de Tamar par son demi-frère Amon, fils de David. Le récit donc met en évidence les tragédies qui peuvent découler des conflits familiaux, et là c'est les abus de pouvoir. Les fils prodigues, donc Jésus raconte la parabole du fils prodigue, qui demande sa part d'héritage à son père, et qui part à travers le monde tout dépenser, tout gaspiller. Donc ça montre le thème de la réconciliation et de la grâce, lorsque le fils prodigue revient à la maison et est accueilli par son père, chaleureusement. Je termine par Marie et Marthe, donc dans le Nouveau Testament. Donc Marthe se plaint de sa sœur Marie, qui a choisi d'écouter Jésus plutôt que de l'aider à préparer le repas. Intéressant, préparer le repas. Seraient soulignées les priorités spirituelles et les tensions familiales. Donc je vais aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc dans les familles musulmanes où je suis moins spécialiste, je ne vais pas m'aventurer à raconter tout ça, mais il y a quand même toujours les histoires de mariage, de divorce, de droit de garde des enfants, des mauvaises pratiques religieuses. On parle beaucoup de la charia, donc il y a des familles, tu sais mal ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Enfin voilà, entre guillemets, ils se crêpent le chignon pour des choses qui sont souvent pas écrites. Voilà. Et puis il y a beaucoup, aujourd'hui de plus en plus, on se rend compte de mariages interreligieux avec des conjoints qui ne partagent pas la même foi, ce qui fait que ça fait des gros conflits familiaux. Même, j'ai une famille juive, des amis, la fille s'est mariée, ils sont ashkénazes avec un séfarade, les grands-parents ont refusé, les gamins ont 10 ou 12 ans, ils n'ont jamais vu leurs petits-enfants. C'est-à-dire que même au sein d'une même religion, avec un séfarade, enfin, c'est terrible d'en arriver là quand même, ça va loin. Justement, je le disais, ou même les pratiques différentes. C'était ça qui avait posé problème, parce que entre séfarades et ashkénazes, les pratiques ne sont pas exactement les mêmes. Les règles alimentaires, justement, et puis ça peut aller plus loin jusqu'à des conflits d'héritage. Dans l'hindouisme, c'est un peu pareil. Je regarde Isabelle en même temps, qui est une spécialiste. Donc pareil, les mariages arrangés, la caste, la tradition, qui peuvent donner des conflits familiaux.
justement les mariages intercastes ou religieux, qui peuvent être des sources de tension pour les... Alors, même chez les bouddhistes, là je regarde Antonio, il peut y avoir dans des familles des divergences justement avec la pratique de la méditation, parce qu'on en a parlé hier au repas. Il y a plusieurs techniques de bouddhisme et plusieurs formes de bouddhisme. Là, il suffit qu'il y en a un qui soit bouddhiste japonais, l'autre est bouddhiste indien, ils vont se dire mais toi c'est mieux, moi c'est mieux, et ça va faire voilà. Et puis il y a tout ce qui est aujourd'hui, il y a même un mouvement, on avait fait venir à l'APE quelqu'un des spécialistes des sectes, et justement le groupe clinique du 16 octobre à l'APE, c'est toutes les aide-moi Frédéric, tout ce qui part à travers, on va faire venir un spécialiste qui va nous parler de tout ce qui est en médecine, de tout ce qui est dangereux, tout ce qui peut être assimilé à des sectes, voilà. Je continue dans l'histoire, les tragédies grecques anciennes. Donc, on en parle souvent à l'APE, Frédéric est un spécialiste, Jean-Claude va en parler après. Ça commence Antigone de Sophocle, Antigone et Créon, le roi de Thèbes, Antigone désobéit à l'ordre de Créon, d'abandonner le corps de son frère Polynice sans sépulture, ce qui entraîne un affrontement entre la loi du roi et les obligations familiales. Je continue, Oedipe roi, toujours de Sophocle, donc l'histoire tragique du roi Oedipe, qui sans le savoir tue son père Léios et épouse sa mère Jocaste. Donc l'ignorance des liens de parenté, et tout ça entraîne évidemment une tragédie. Les Atrides d'Échille, la trilogie des Atrides d'Échille, trilogie Agamemnon, les Coéphores et les Euménides. Donc ça explore les malédictions qui pèsent sur la famille d'Agamemnon en raison de ses actes passés, le meurtre de sa fille Iphigénie et le sacrifice de sa femme Clytemnestre. Je vais aller un peu plus rapidement. Écupe d'Euripide, il n'est pas très connu, donc j'ai essayé de trouver des tragédies, on en parle moins quand même. La reine Écupe de Troie après la chute de la ville, les conflits familiaux, les pertes et les souffrances abondantes, et notamment la mort tragique de son fils Polydore. Iphigénie Aolis d'Euripide, Médée d'Euripide, que là tout le monde connaît plus, il y a eu un film, des pièces de théâtre, que le conflit entre Médée et son mari Jason, qui l'a quittée pour une autre femme. Donc elle se venge, donc Médée, de manière horrible, tuant leurs enfants pour punir Jason de sa trahison. Ce qui arrive beaucoup, enfin, moi j'ai travaillé en psychiatrie, et des infanticides, c'est quand même quelque chose qui malheureusement arrive assez souvent. Donc ça, on peut retravailler, discuter là-dessus, et c'est quelque chose qui est... Je l'ai vécu à l'hôpital quand j'étais en psychiatrie. Ce qui était assez rare, cette femme, c'est qu'elle a tué ses enfants qui étaient un peu plus âgés. En général, les infanticides, c'est toujours des bébés. Et là, la femme avait ses 3 enfants qui avaient, je crois, 4, 6 et 8. Donc c'était vraiment lourd à vivre. Donc les dramaturges grecs ont exploré les aspects les plus sombres de la nature humaine à travers leurs œuvres, offrant des réflexions profondes sur les relations familiales et les destinées humaines. D'ailleurs, là, je vous pose une question, ça serait intéressant. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ces tragédies grecques ne se sont pas mis à faire des pièces comiques, des choses drôles? Donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, il y a aussi dans des familles des moments où se passe bien. Donc, j'arrive à la littérature pour des exemples encore, ça peut être intéressant pour ouvrir le débat. Anna Karénine, pour les gens qui aiment la Russie, de Tolstoï, à les relations familiales, à l'adultère, les conséquences de l'époque de la Russie. Je fais une petite diversion vers le Portugal, où j'ai été passionné par Essa de Queiroz, un grand écrivain portugais qui est, je ne crois pas, très connu en France, et qui a écrit une saga qui s'appelle Les Mayas, qui est un livre extraordinaire, pareil, avec une histoire familiale compliquée, dense, riche, voilà. L'étranger de Camus, un livre que j'ai absolument adoré. Donc, c'est intéressant. Meursault, j'allais dire l'acteur, le protagoniste, qui met en lumière la déconnexion donc, par rapport à sa propre famille et la société en général. Je vous le donne dans le désordre, tout ça, j'aurais pu le mettre dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ça va avec ce que Frédéric a dit de moi. Les fourberies du Scapin,
le serviteur rusé qui aide deux jeunes hommes à se réconcilier avec leur père, en utilisant divers ruses et mensonges, donc avec de l'humour. Là, je parlais des Grecs qui n'étaient pas trop rigolos, mais là, Molière a essayé de faire ça d'une manière plus humoristique. Kafka, la métamorphose, la transformation d'un homme en insecte géant et les réactions de sa famille face à cette transformation. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Donc Simone de Beauvoir, donc, elle examine le rôle de la femme dans la société, les structures familiales traditionnelles, donc elle remet en cause tous les stéréotypes du genre. En rapport avec notre prix qu'on va remettre à Stéphanie Hochi avec Shakespeare, Roméo et Juliette. Et là, si vous vous souvenez bien, la première phrase de Roméo et Juliette, du Coryphée qui vient en début de scène, dans la triste et belle Vérone, deux familles s'affrontèrent. L'éducation sentimentale, Flaubert, donc Frédéric Moreau, donc le protagoniste, société bourgeoise, explore les thèmes de l'amour, de la famille et les clés sociales. Je retourne en Russie, les pères et fils de Tourgueniev, donc les différences générationnelles et idéologiques entre les jeunes révolutionnaires et leurs parents. On a souvent en cabinet, peut-être moins maintenant, mais une époque, c'est intéressant, des patients qui arrivent de familles ou très communistes et qui deviennent totalement à droite, ou inversement, ou des patients qui sont d'une famille très religieuse, de toutes les religions, et qui deviennent athées en conflit terrible avec leurs parents. Donc, arrivé en psychanalyse donc, sur la famille, donc, il y a le complexe d'Oedipe, mais vous tous, je ne vais pas vous raconter ce que c'est, l'identification, les mécanismes de défense, la fonction de la famille, avec Erikson justement, avec le psychanalyse du développement, avec les théories des stades du développement. Et ce qui pouvait être intéressant aussi, ce que je voulais essayer de montrer, c'est les journaux, les faits divers actuels qui nous parlent pendant des mois, des jours, de conflits familiaux célèbres. Rappelez-vous, il y a quelques années, de Liliane Bettencourt. Donc, sa fille lui fait un procès parce qu'elle a donné de l'argent à un photographe artiste, beaucoup d'argent. Et c'est un conflit familial, parce qu'il faut savoir les petites... Je ne vous raconterai pas le détail, mais je pourrais vous le raconter. Mais comme je sais ce qui s'est passé, donc, avec le mari de Liliane Bettencourt, qui connaissait bien le photographe autrement que bibliquement. Et donc, la fille n'a pas supporté que son père... voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est intéressant que tous ces conflits familiaux intéressent les journaux, les magazines, et que ça devienne... des cas de figure. Regardez aussi aux États-Unis la famille Kennedy, où il y avait quelque chose d'assez incroyable, cette grande famille, et qu'à chaque génération, il y a un attentat, un mort ou un suicidé, ou on en a parlé tout à l'heure, entre guillemets, un fou. Donc voilà, c'est ce que je voulais qu'on essaye de développer là-dessus, sur la famille, et quelque chose aussi d'intéressant que j'ai dû... à une patiente il n'y a pas longtemps, c'est l'alphabet français. Après le N, il y a le M. Donc, mes amis, j'ai un peu pour aller vite, coupé dans le texte, mais je voulais vraiment qu'on parle de ça, cette NM qui est vraiment intéressante. Je l'ai fait pour toi aussi, hein, d'aller vite. Merci beaucoup, j'apprécie. Au revoir. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles sont vos questions? Jean-Claude? Question-réponse. Voilà, Jean-Claude. Eh bien, cet exposé a le mérite de vouloir embrasser beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de situations, des références sur toutes sortes de civilisations, de construction. Alors moi, il me vient à l'esprit de demander qui dirait, comme ça, spontanément, pour l'avoir ressenti ou le ressentir encore, famille, je vous hais, comme André Gide, et qui dirait au contraire, famille, je vous aime. C'est une question que je pose. Qui dirait, famille, qui a pu dire
dans sa jeunesse, famille Jevouet, HAIS. Oui, je demande, je pense. Bon, je pense que oui. Elle est courageuse. Attendez, je Pas vais dans la pas. jeunesse, hein. De toute façon, je ne vais pas vous dénoncer à vos familles. Hein. Allez, on lève les mains, allez hop. Dévoué. Très bien. Très bien, on va y revenir. Et qui dirait, ou qui a pu dire plusieurs fois, ou qui dirait encore aujourd'hui, Voilà. famille, je vous aime. Voilà, donc, c'est Je suis merveilleux. inquiet, Thiago, t'as jamais Il y a- monté le bras. Ce qui veut dire qu'il y a, Oui, mais moi je veux dire les il y a plus d'amour en chacun de nous qu'il n'y a de haine, même passée ou cultivée jusqu'à aujourd'hui. Alors, famille Jevouet, c'était André Gide qui proclamait cela. Il était fortement contrarié par, effectivement, sa famille, avec laquelle il ne s'entendait pas. Le siècle, l'époque et le milieu n'appréciaient pas sa vie dissolue, je le dis entre guillemets. Quand ta famille, je vous aime, oh, beaucoup l'ont dit, Victor Hugo, et bien d'autres. Mais pour revenir à famille, je vous aime, famille, je vous hais, je pense, moi, à Camille Claudel, donc à Paul Claudel, qui avait vraiment fait enfermer sa sœur, Camille, qui était devenue réellement psychotique, et on vient d'en parler, de la psychose, qui était réellement devenue psychotique après des moments terribles avec Rodin, et elle a été enfermée et internée à Sainte-Anne. Et puis, comme on le fait souvent en France, on veut marquer la vie de quelqu'un, on lui donne une rue. Et donc, pour arriver à Sainte-Anne, il y a une rue Camille Claudel. Et en fait, quand on passe dans cette rue Camille Claudel, on a un peu froid dans le dos, on se dit, mais c'est... Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas très sympa d'avoir donné ce nom-là à une rue qui conduit à l'internat, qui conduit à l'hôpital psychiatrique. C'est pas une manière de d'honorer Camille Claudel, que de donner son nom à cette rue. C'est même... Je crois pas que ce soit de l'humour volontaire, non, c'est de l'odieux involontaire. C'est ce que j'en pense. Quant à ce qui concerne la civilisation, notre ami polonais, pour parler des civilisations polonais, bon allez, on va dire qu'il est polonais d'origine. Bon, il s'est pas renié, hein, il continue de s'appeler Stanislas, ce qui est sympathique. Il a parlé de l'hindouisme, et dans l'hindouisme, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement dans les mariages. Tout arrangement est refusé. Il y a un système de caste qui classe terriblement les individus avec une incapacité, une impossibilité à s'unir, hommes-femmes, de castes différentes. Quand on parle de castes, on ne parle pas seulement des 4 grands ordres de castes, qui sont les prêtres, les guerriers, les gens de commerce et les autres, les gens de service, sans compter les Harijan, Les intouchables. les gens de Dieu. Harijan était le nom que Gandhi leur donnait aux intouchables. Et puis après les crapauds, il y a les Dravidiens qui sont les tribus nomades qui sont des restes d'anciennes tribus vivant dans les montagnes, et bon, donc toutes ces castes ne se lient pas entre elles, ne se marient pas entre elles. Et après l'indépendance de l'Inde, il a été
puisque l'Inde se voulait une démocratie, il a été admis que dans cette démocratie, n'importe qui, venant de quelque caste que ce soit, pouvait être Premier ministre, et ça a été le cas. Le premier ministre, Nehru, était d'une caste supérieure, était de la caste des Brahmanes, mais le Premier ministre actuel, Modi, n'est pas d'une caste supérieure, bien au contraire, il est plutôt d'une caste inférieure. Donc en tant que caste, il est inférieur, mais en tant qu'homme public et homme de pouvoir, il est supérieur. Alors, ici, dans un ordre comme celui-ci, on n'est pas amené à différencier l'amour, la haine, c'est d'un tout autre ordre, puisque l'individuation et l'individualité n'est pas reconnue. Donc, quelqu'un qui franchit par des actions quelconques, franchit les limites de sa propre caste, est en principe rejeté, et il ne peut en aucun cas se rattraper, se racheter. Bien entendu, cela ne perturbe pas dans l'absolu, mais si l'on va dans les villages, oui, il y a les 80% de la société indienne sont des villageois, ce qu'on appelle les villages, ce sont les petites localités, et dans ces petites localités, les castes principales sont représentées, et là, la tradition ne faiblit pas. Notre ami Stanislas a aussi fait le tour de ce qui nous est le dans plus ta proche. pratique, j'aimerais bien entendre ta pratique, Jean-Claude, les histoires de famille que tu as pratique, entendues, ta pratique de psychanalyste. Et moi, je me marierai pas à un hindou, c'est ce que tu veux savoir. Non, non. Alors voilà. Dans ta Bon, pratique. alors ma pratique, on l'oublie. Il a été dit par Stanislas. Bon, Stanislas a répété les rivalités dans les traditions, dans les légendes bibliques. Effectivement, rivalités entre frères, elles sont importantes. Mais un psychanalyste très fort important d'aujourd'hui, Gérard Haddad, fait un sort à cela, et il veut dire que Freud s'est trompé en ne se préoccupant que du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire de la relation du fils au père, alors que il a oublié la relation des frères entre eux, et ce qui vraiment la conduite des sociétés issues du biblique. Caïn Abel, bon, effectivement, ça a été dit, Caïn tue Abel, et cela est significatif de ce que devient une société. Dans le monde biblique a pour caractéristique que les événements symbolisent ce que les sociétés vont devenir dans l'histoire, dans leurs jonctions, dans leurs querelles, etc. Jusqu'à, par exemple, Joseph, il a été cité. Joseph a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui parce que Joseph faisait des rêves où il était dominant et il racontait ses rêves à ses frères. Il était quand même pas très malin. Et ses frères finissaient par en être jaloux et ils avaient décidé de l'éliminer. Bon, le plus puissant de tous ses frères, qui n'était pas tout à fait l'aîné, Judas, est arrivé à convaincre ses frères de ne pas l'éliminer, et il l'a vendu à une caravane qui passait par là. Cette caravane a emmené Joseph en Égypte. Joseph a été fait prisonnier en Égypte, et c'est là que se passe un événement important. L'épouse du gardien
des prisons, qui était un personnage très important. Cette épouse s'est amourachée de Joseph, qui était très beau, et il lui a fait des avances. Joseph ayant refusé, Putiphar, alors il faudrait peut-être un jour travailler sur le complexe de Putiphar. Putiphar, donc la femme du gardien, s'en est reportée à son mari et elle a dit que Joseph lui avait fait des avances. Donc Joseph a été grandement puni, etc. Mais justement, Joseph était peut-être un aïeul de Freud, puisqu'il faisait des rêves tout le temps. Et il avait fait un rêve qu'il a raconté au gardien, disant au gardien qu'il allait s'en sortir très bien de Velneplich. Le gardien est allé voir le pharaon pour lui, enfin j'abrège un peu, pour lui dire que un prisonnier hébreu connaissait l'interprétation des rêves. Et le pharaon a fait un rêve où cette vache grasse était dévorée par cette vache maigre. Donc il a dit, comme n'importe quel potentat, amenez-moi l'interprète des rêves. On lui a amené Joseph, et Joseph lui a expliqué son rêve. Cette vache grasse, cette vache maigre vont dévorer les vaches grasses. Cela veut dire que ton pays va tomber dans la misère et que il n'y aura plus ni de blé ni de richesse, donc il faudrait le prévoir. Et le pharaon lui dit, alors que veux-tu faire, que ferais-tu pour prévoir cela? Il lui dit, eh bien, puisque il est question de 7 ans à chaque fois, les 7 ans de vache grasse et les 7 ans de vache maigre, eh bien, je préconise que nous économisions les céréales, le blé, que nous les conservions dans un silo en attendant que la misère nous tombe dessus, ce qu'a ordonné de faire le pharaon. Et puis après cela, après les 7 ans de vaches maigres, ils ont connu enfin 7 nouvelles années de vaches grasses. Et là, Joseph a été nommé régisseur des vaches. Régisseur du royaume de Pharaon. Et puis voilà, ainsi donc, il a l'histoire biblique dit que plus tard, le peuple hébreu qui était là en esclavage a été sauvé par Moïse, qui lui avait été sauvé des eaux et avait été éduqué par la fille du pharaon, comme un Égyptien. Eh bien, il a eu la grâce de Dieu et il a emmené son peuple, il a sauvé son peuple, il lui a fait franchir la mer qu'on a appelée la mer Rouge, qui était la mer des joncs, et il les a emmenés vers la liberté. Je vais rapidement passer sur la suite de cette histoire. Conclure vite, parce qu'il y a Stéphanie Hochet qui est arrivée. La suite de cette histoire, c'est que, eh bien, il s'est conclu des guerres qui n'en finissent pas aujourd'hui dans cette région où il a emmené son peuple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci voilà. à toi.